Cette légion encore incomplète et qui n'eut ni une longue ni une brillante destinée était composée des restes du régiment du Royal Liégeois qu'on avait reformé, peu quelques fredins, et des jeunes gens de bonne volonté qui, pour dire que c'était un fait soldat, tout ce monde s'ennuyait, ne voulait rien apprendre et demandait à se battre pour s'amuser, mais l'ajoutant M. Ross, dont on départ raillerie, je n'ai pas retrouvé depuis l'homme qui porta si loin l'enthousiasme pour le catéchisme militaire et pour toutes les niaiseries de détails. Il savait tout juste assez de français pour commander sa troupe, composée en majeure partie de Flamands et d'Alsaciens. Après 25 années de service, il était arrivé au grade d'adjudant-major. Et cependant, M. Ross n'était pas content, depuis qu'il n'avait plus les coups de bâton peu auxiliaires. Il se plaignait de fatigue du commandement où j'étais devenu son ami parce qu'il m'avait vu exact, attentif et grave aux manœuvres. Mon ami, me disait-il, la guerre est toujours funeste aux armées. Plus de discipline, plus d'ordre, plus de subordination, malheur au régiment qui quitte la garnison pour les champs de bataille. Ah, si vous aviez vu les camps de Verberie, les camps de Saint-Omer, quel beau spectacle! Les tentes bien alignées, les troupes sous les armes à 4 heures du matin, les habits propres, les manœuvres admirables, et le soir personne ne manquant à l'appel, et tout le monde sous le main. Maintenant, je commande à des guenilles. Que faire de tous ces jeunes gens qu'on ne peut m'originer aussi quelle guerre, tout cela ira à la diable, mais je vais demander ma retraite. Le brave homme effectivement se retira l'année suivante, et j'espère qu'il est mort assez tard peut étonner et se réjouir à notre triomphe. Les premiers temps me feront bien pénibles. J'avais vécu dans une douce aisance à Paris, au milieu de ma famille dont j'étais chérie, dans la bonne société qui était aimable pour moi. Maintenant, il fallait vivre avec des soldats. Les sergents voulaient bien me protéger, les officiers ne me regardaient pas. Les dégoûts commençaient à s'emparer de moi. Heureusement, j'ai fait à temps de profondes réflexions sur ma position, et il me parut possible d'en sortir en me livrant avec ardeur au devoir qu'elle m'imposait. Je passais mes journées au café ou à lire des romans. J'abandonnais cette vie oisive. J'étudiais l'ordonnance militaire. Je suivis avec exactitude tous les détails de l'instruction. Et au bord de 6 semaines, je fus nommé caporal. Ma position devint meilleure. Je bissais encore à tout, mais du moins je commandais à quelques-uns. Monsieur Delisle nous arriva, les troupes furent bientôt complètement habillées, et comme cet officier sortait du régiment d'Alsace, il nous soumis à une discipline si sévère, si exacte qu'en moins de 2 mois, la Légion peut rivaliser avec les plus beaux corps de l'armée du Nord. Ces devoirs prescrits pour chaque moment, loin de me décourager, me le firent aimer. Les manœuvres de bataillon me donneront le désir de prendre les éléments de la guerre. Et j'ai lu avec avidité quelques livres nouveaux qui venaient de paraître: La guerre de poste, de Césac, les fortifications de campagne par de Belair. Mon colonel, qui avait pris de l'attachement pour moi, me donna des leçons de stratégie et de castrométation. Il m'apprit à lire les cartes militaires. Je fus bientôt élevé au grade de sergent, et mes espérances ne connaissaient plus de bornes lorsque le général Custine appela le colonel Delisle à l'armée du Rhin pour remplacer le général Houchard, son premier aide-de-camp, qui était appelé au commandement de l'armée de la Moselle. Le départ de M. Delisle fut un coup de foudre pour moi, mais il m'avait promis, ainsi qu'à mes camarades, de nous appeler à l'armée du Rhin. Il nous tint parole,
Et peu de temps après sont arrivés à Mayence nous reçûmes des brevets des sous-lieutenants dans la 93e régiment d'infanterie des lignes. Je reçois que l'ordre de me rendre à l'armée du Rhin à l'époque où feront annoncer le jugement et la mort du roi. L'impression fait profonde dans une ville où cependant les Jacobins dominaient, la douleur vocifération ajouteront la consternation, la terreur qui est leur menace et leur conduite inspirant déjà. Il faut consulter avant tout pour avoir l'explication de ce terrible jugement. Un brochure de Monsieur de Chateaubriand publié au commencement de 1815, laquelle explique avec beaucoup de sagacité les motifs secrets qui détermineront tant de députés à voter la mort de Louis XVI. La municipalité de Paris, dominée avec toute l'énergie d'une tyrannie sauvage et désespérée, elle voulait à tout prix la mort du roi et menaçait hautement de massacrer toute la famille royale qu'elle tenait seule en sa puissance. Beaucoup de députés crurent qu'il n'y avait pas d'autre moyen de sauver l'héritier du trône et sa famille que d'offrir l'infortuné chef en holocauste à la fureur populaire. C'était une erreur, mais elle était excusable. Au reste, s'il est vrai que Louis XVI ait souscrit le traité de Pillnitz, s'il est vrai qu'il ait engagé tous les privilégiés à quitter la France et à s'enrôler sous les bannières de l'étranger, s'il est vrai qu'il ait été d'accord avec ses frères et leurs partisans pour venir de délivrer par une guerre qui livrait son pays à toutes les horreurs d'une évasion qu'il eût juré de maintenir et d'exécuter la Constitution, et je n'hésite pas à dire qu'il fut coupable. Il ne pouvait plus régner, mais la Convention n'avait pas le droit de le juger, et en le faisant mourir, elle fit une faute bien politique. Comment n'évite-t-elle pas qu'en autant la vie de Louis XVI s'était donné la couronne à Louis XVIII qu'il fallait conserver le roi prisonnier pour ne pas donner à l'ennemi que sera trop fameux pour tant de faiblesse et par des vues si bornées, et si fausse devait être soigneusement protégée, afin qu'on lui ôtât la vie, on lui donnait tôt ou tard pour successeur son frère établi au milieu de l'ennemi, dont les qualités d'esprit étaient supérieures à celles du roi, et dont le caractère déjà si connu devait avoir une influence si déplorable sur les destinées de la France. Mais la Convention, pressée par les événements, exaltée par le ressentiment et par le jeûner des 10 août, composée en partie d'âmes sans expérience et frappée de la funeste manie de la célébrité, voulut imprimer aux esprits une sorte de terreur mêlée d'admiration par une grande injustice qu'elle appela un grand acte de justice nationale. Elle réussit, mais la haine de l'Europe contre elle fondit en larmes sur la France. Et la France, furieuse et puissante de tout, la rage de son gouvernement écrasa les armées de l'Europe.